If you can go. Yeah, great. Okay, so thanks everyone for joining today. I think this is going to be a great discussion. I just want to take a couple minutes before we go into our main presentations to set a little bit of context about why we're focusing on e-buses and how we see bus electrification as sort of the future of public transport in many of our cities. You can go to the next slide. So ultimately, we really see electric buses as better buses. I think a lot of us are aware of the climate and health benefits that electric buses offer. Obviously, no greenhouse gas emissions, no tailpipe emissions, and also, interestingly, reduction of noise pollution from electric buses, something that's kind of increasingly of concern in many of our cities. But electric buses offer a number of other benefits beyond just these climate and health benefits, particularly opportunities for economic development. I think this is not always a key part of the conversation around electric buses, but there's some opportunities here for reducing demand for fuel imports and reducing the burden for fuel subsidies. Obviously, if you're importing less fuel, if you don't, need fuel to run something like a BRT system, that's going to require, fewer fuel imports and fewer subsidies, and freeing up some of those resources for other things. And there's also, an implication here for energy security. If you're importing less fuel, that means less, risk for, fluctuations in the market, and just better energy security for the national government. And then electric buses are typically more modern buses that offer tools that enable better management and operations at a system level. So things like automatic vehicle location systems that enable more accurate tracking of where buses are along their routes, digital fare payment, which reduces the need to carry cash and also allows for payment integration across different modes and better integration as a result. And then other financial and related technologies that allow for better transparency with fare collection and revenue generation, and other opportunities for integration across the system. And this all kind of comes together to deliver better public transport networks. So again, those operational tools really help to enable more integrated systems. But electrification can also offer an entry point to improve informal systems with better regulation. We'll hear about this a little bit more actually with the Dakar case, improving integration between the informal and formal operators. And all of this really leads to a better, more comfortable experience for riders. And that means more ridership of public transportation and ultimately better access for people riding buses. So, there's lots of different elements that are contributing to this kind of improved experience, from some of those things I already mentioned, like cashless fare payment and better arrival time reliability due to automatic vehicle location systems. But even things like air conditioning, and the kind of a smoother, quieter ride that e-buses offer, these are all things that are actually leading to people wanting to ride e-buses and even paying more and waiting longer to ride e-buses compared to traditional diesel buses. You can go to the next slide.
So I just wanted to almost lay a couple of breadcrumbs here that I think will pick up throughout the other two presentations and the discussion today about how we can think about getting to more and more scaled electric bus systems. So first, thinking about making the right case. So often we think about electric buses as a climate strategy, and of course they are. But some of these other kind of benefits can really help to draw in different stakeholders and kind of build stronger political and public support. So things like air pollution, economic development, and energy security can be interesting kind of entry points for thinking about electric buses. In particular, in Dakar, air pollution was really a major driver of thinking about making this transition from what was originally conceived of as a diesel BRT system to an electric system. You go to the next slide. Thinking about consolidating decision making, especially at the national level. So I think we're going to hear from both presentations. There's a number of kind of complex decisions that need to be made throughout the process of planning and implementing and deploying an e-bus system, from financing to contract negotiation and procurement. And individual kind of local governments may not have the resources to or experience to really take on a lot of these complex activities. So thinking about which of these might make sense to consolidate at the national level, where there tends to be more resources and capacity to support those. And then you can go to the last slide. Great. And then finally, thinking about new business models, especially those that bring in and leverage private investment. So I'm glad that we have Anta here today with us to speak about Meridium's experience in Dakar and kind of what attracted them to this project initially and how the different elements were able to come together to support a really innovative public-private partnership, which is supporting the Dakar EBRT. So I'm going to leave it there, turn it back to Alphonse, but really looking forward to our two presentations and to our discussion at the end. So if you do think of questions during the next two presentations, please feel free to add those to the Q&A and we'll try to get to those at the end. Thanks. Thank you, Dana. We'll just give everyone a second to switch between interpretations. If you need the English function, it is at the bottom of your toolbar, as the next two presentations will be in French. So to do that, there should be a globe icon at the bottom of your Zoom toolbar, and you can enter the English booth in order to hear. Or if you are French speaking and want to do the opposite, you can use the French booth as well. So with that, I'll hand it over to Mr. Diallo from Setud, which is the implementing agency as for Dakar, as Dana mentioned. Mr. Diallo, do you want to share your screen now? Let me know if you have any issues. Perfect. Bonjour, vous voyez bien mon écran? Yeah. Yes, you can see and hear. Perfect. Donc, bonjour, je m'appelle Omar Diallo, je suis le directeur des opérations au niveau du CETUT. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le BRT sénégalais de Dakar, plus exactement.
Je dis déjà bonjour à tout le monde et puis parmi le public, j'ai remarqué qu'il y a mon ancien DG Thierno Birahim Aoud, docteur Thierno Birahim Aoud, qui aurait pu peut-être mieux présenter ce projet. Voilà, donc pour le sommaire, nous avons le contexte et la présentation du étude. Après, en deux, nous avons le projet du bus rapide transit de Dakar. Trois, les impacts de la mise en œuvre du BRT sur le réseau de transport public. Et quatre, les perspectives. Donc, contexte et présentation du étude. Nous avons 23% de la population qui occupe 0,3% du territoire national. Dakar est caractérisé par c'est une presqu'île de 550 km² qui regroupe 50% de la population urbaine du pays et qui voit arriver chaque année 100 000 nouveaux habitants. Et si nous remarquons aussi, en 2023, on était 4 millions d'habitants, qui va passer à 5 millions en 2030 et 7 millions en 2040. Il y a 7,2 millions de déplacements par jour réalisés dans l'agglomération de Dakar, dont 70% des déplacements sont réalisés à pied sur une journée moyenne et 80% de ces déplacements motorisés sont réalisés en transport public. Le CETUD a été créé dans une situation d'accélération rapide de l'urbanisation de l'agglomération avec une occupation anarchique des sols, une offre de transport déficitaire, un cadre institutionnel et juridique marqué par une forte dispersion des compétences, un coût élevé des dysfonctionnements. Et nous avons aussi remarqué qu'il y avait des ressources humaines qui étaient peu qualifiées en matière de transport urbain, ce qui a entraîné les réformes de 1996, la signature de la lettre de politique sectorielle des transports urbains. Mr. Diallo, I'm so sorry. I don't think we're seeing the slides advancing. Ah bon? We're still just seeing the title slide. Vous voyez maintenant mon écran? Vous voyez mon écran? Yes. Yes, now we're seeing slide 6. D'accord. D'accord. Merci. Donc, excusez-moi. Maintenant, toujours dans le contexte de création du CETUD, le CETUD a été créé en 1997. De 1997 à 2001, il y a eu une innovation institutionnelle majeure caractérisée par la création du CETUD. Et le CETUD a été une des premières autorités organisatrices des transports urbains d'Afrique. Et c'était aussi un établissement public professionnel constitué d'une assemblée tripartite, c'est-à-dire il y a l'État, les collectivités locales et le secteur privé. De 2001 à 2017, on a vu une montée en puissance du CETUD grâce au programme de professionnalisation du transport artisanal qui est caractérisé par la mise en œuvre de plusieurs programmes, dont le programme d'amélioration de la mobilité urbaine, PAMU,
du pas de mur et de l'élaboration du PDUD de Dakar, mais aussi la mise en place de mécanismes de financement essentiellement portés par les partenaires techniques et financiers et la création du Fonds de développement des transports urbains. De 2017 à 2021, il y a eu un équilibre complexe entre la planification, la gestion et la mise en œuvre de grands projets. Cet équilibre est maintenu, mais quand même caractérisé par sa fragilité entre l'exécution de grands projets, la planification et la gestion de la mobilité urbaine. De 2021 à 2024, une dynamique de projet et de changement a canalisé. Le CETUD, qui s'appelait le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, est devenu le Conseil exécutif des transports urbains durables. Il y a eu la création d'un nouveau organisme de financement, le Fonds de développement des transports terrestres, FDTT. Il y a eu une nouvelle gouvernance. Autant c'était une assemblée plénière, maintenant c'est un conseil d'administration. Il y a eu un élargissement des compétences du CETUD et on a vu aussi la sortie de terre de projets comme le TER, le BRT et les PUD qui sont finalisés. Donc, par le passé, le CETUD a su prouver sa résilience au fil des années en menant de front ces différentes missions. Et maintenant, le Sénégal se trouve à un moment charnière. La dynamique de projet s'accélère et les compétences du CETUD s'élargissent. La réforme institutionnelle de 2022. La nouvelle loi adoptée le 7 avril 2022 pour prendre en charge les limites du système. Ses principaux objectifs sont de faire évoluer le statut vers une autorité organisatrice de la mobilité urbaine, intégrer de manière plus forte l'objectif de réduction de l'impact environnemental dans la définition et la mise en œuvre des projets de transport public urbain. Il y a eu des innovations majeures caractérisées par la gestion de la circulation et du stationnement en collaboration bien sûr avec les communes. Le périmètre de compétence du CETUD a été élargi à la région de Thiès, donc le CETUD est compétent maintenant pour la région de Dakar et de Thiès. La régulation de l'offre de mobilité par taxi, et on a pour ambition de moderniser la flotte et d'organiser l'exploitation. Le soutien à l'aménagement urbain et à la planification urbaine. Et le financement via le Fonds de développement des transports terrestres. Nous avons le plan de mobilité urbaine durable de Dakar. L'ambition est de faire de Dakar une ville moderne, durable et viable. Donc, le ministère des Transports terrestres et aériens a impulsé une dynamique de réforme de la mobilité dakaroise autour de 3 projets phares. C'est le TER, le train express régional, le BRT, le bus rapide transit et la restructuration du réseau de bus. Si vous regardez bien, à gauche, vous avez le réseau de transport en commun sud-sud.
propre qu'on projette pour 2035. Le plan de mobilité urbaine durable de Dakar vise à obtenir une ville apaisée, accessible et structurée autour d'un réseau hiérarchisé. Nous aurons bientôt 10 nouvelles lignes de TCSP sur environ 175 km en plus en 2035, 15 pôles d'échange multimodaux et plus de 115 km de réseau principal, en plus des 100 km de réseau secondaire qui existent déjà. Maintenant, nous allons parler du projet de bus rapide transit de Dakar. Le BRT, c'était pour répondre à des enjeux de mobilité. Le BRT permet de répondre de manière satisfaisante à la demande de transport par un aménagement urbain structurant et un transfert modal permettant de diminuer la congestion routière et de favoriser l'interconnectivité, surtout avec le terre. Le BRT va ainsi de pair avec la restructuration globale du réseau. Je pense qu'on va y revenir plus amplement. Et le service de rabattement qui lui est associé et qui se trouve être un pas important. Il s'inscrit dans une stratégie nationale de développement des transports collectifs respectueux de l'environnement et inclusifs. L'exploitation du BRT a été confiée à l'opérateur Dakar Mobilité. Pour la carte qui se trouve à droite, nous allons y revenir à l'autre diapo. Le BRT en chiffres. Le BRT est long de 18 km qui va de la préfecture de Guédiawaye à Petersen. Le BRT traverse 14 communes à 23 stations et projette de transporter 300 000 voyageurs en moyenne sur la période de concession. La durée entre la préfecture de Guédiawaye et Petersen est de 45 minutes au lieu de 1h30. À terme, nous allons gagner 1,8 million de tonnes de CO2 de réduction sur les gaz à effet de serre sur les 30 ans. C'est le seul projet qui est inscrit dans les NDC, c'est-à-dire les contributions déterminées au niveau national au Sénégal. À terme, nous aurons 158 bus électriques articulés d'une capacité de 150 places. La flotte initiale était de 121. Le coût, c'est 212 millions de dollars d'investissement privé et un centre de mobilité dédié au contrôle de l'exploitation et à la supervision du trafic. Le schéma institutionnel de pilotage du projet, nous avons comme maître d'ouvrage le ministère des Transports terrestres et aériens. Il y a eu un comité de pilotage. Le maître d'ouvrage s'occupe des orientations stratégiques, des arbitrages techniques et du cadre de concertation et de coordination.
Après le comité de pilotage, il y avait le maître d'ouvrage délégué qui se trouvait être le CETUT et qui avait un comité technique qui donnait les orientations techniques et qui assurait le suivi de la mise en œuvre. Après, il y a eu l'agence d'exécution, c'est la JURU, qui a géré la passation des marchés et des contrats de travaux et qui a eu à réaliser les travaux d'infrastructure. Il y a eu 4 composantes. La première, c'est la réalisation des infrastructures de BRT. La deuxième, c'est la restructuration et l'aménagement urbain. La troisième composante, c'est le renforcement des capacités et le suivi du projet. Et la quatrième composante, excusez-moi, c'est la sécurité routière. Pour le financement, la Banque mondiale a contribué pour 370 millions de dollars. La Banque européenne d'investissement, 85 millions de dollars. Et le secteur privé, 212 millions de dollars. Le schéma de partenariat public-privé, nous avons le gouvernement du Sénégal qui a été représenté par le ministère des Transports. Il y a eu le CETUD comme l'autorité contractante. Il y a eu la JURUT qui s'occupait de la réalisation des infrastructures. CRBC qui se trouve être l'entreprise exécutante des infrastructures. Je pense qu'on va y revenir sur les autres slides. Et il y a eu comme partenaire Meridiam, Fonds 6, Meridiam pour 70% et Fonds 6 pour 30%. Et l'exploitation a été confiée à Dakar Mobilité. Les caractéristiques de la concession, la structuration de base de la société de projet et des acteurs. Le contrat d'exploitation du BRT a été conclu le 21 mars 2022 avec la société Dakar Mobilité, SA, détenue à 110%, comme on l'a dit tout à l'heure, par l'opérateur privé et à 30% par le Fonds 6 pour le compte des opérateurs locaux. Les études, excusez-moi tout à l'heure, c'est l'autorité concédante, assure l'administration et le suivi du contrat de concession pour le compte de l'État. Il est prévu de conclure un contrat d'assistance technique avec la société Keolis, filiale de la SNCF. Les données clés du contrat, la durée de la concession est de 15 ans. La rémunération du concessionnaire se fait sur la base des recettes d'exploitation. Il y a une redevance qui doit être versée à l'État avec une part fixe et une part variable en fonction du chiffre d'affaires. Obligation du concessionnaire, c'est l'acquisition du matériel roulant et des équipements associés. L'exploitation conformément aux exigences de la convention de concession et l'entretien et la maintenance des infrastructures concédées. Obligation de l'autorité concédante, c'est la construction et la mise à disposition des infrastructures, la mise en place des lignes de rabattement et elle doit s'occuper aussi des gros entretiens et le renouvellement des infrastructures. La structuration du projet, il y a eu des études initiales
approfondie menée par le CETUD avec le soutien d'AFC, la définition d'une stratégie d'attribution, la séparation de la concession d'exploitation et de maintenance de l'infrastructure, le contenu local avec la participation de FONSIS pour 30% de la société de projet, qui sont réservés aux opérateurs locaux, comme je l'ai dit tantôt. Le modèle économique, c'est le trafic. Le projet traverse le corridor le plus dense de Dakar, caractérisé aussi par la volonté de payer et les tarifs sont abordables, d'assurer un partage équilibré des risques, mécanisme de partage du trafic et des revenus minimum garantis entre l'opérateur et l'institut qui prend en charge les coûts de maintenance. L'octroi d'un régime fiscal adapté aux technologies vertes. La réplicabilité, c'est le fort potentiel de réplication à Dakar et dans les régions du projet. Les services octroyés, il y en a principalement 4. Ce qui est en vert, c'est l'offre omnibus qui quitte Papa Gueye Fall jusqu'à la préfecture de Guédiawaye et qui dessert tous les arrêts, toutes les stations. Et B2, qui se trouvait être un semi-express via Grand Médine. Le troisième, c'est un semi-express qui va de Guédiawaye à Papa Gueye Fall. Et B4, qui est un express de Grand Médine à Papa Gueye Fall. L'impact de la mise en œuvre du BRT sur le réseau de transport public. L'impact déjà sur l'accessibilité. Si vous remarquez bien, nous avons les écoles et les lycées qui sont traversés, mais aussi il y a les collèges et les universités, mais aussi il y a les centres hospitaliers et les cliniques, et enfin les marchés qui sont traversés. Donc vous voyez que quand même, il y a beaucoup d'infrastructures, aussi bien sanitaires, scolaires que commerciales, qui sont impactées. L'impact sur le réseau de transport. Deux transports en commun, le BRT et le TER, sont fortement dépendants du ravitaillement par bus. La nécessité d'améliorer l'attractivité, l'accessibilité et la viabilité globale du réseau de transport. Pour répondre à la demande croissante des passagers, moderniser le réseau et proposer une offre de transport public plus compétitive et intégrée. Ce qui nécessite une réorganisation du réseau de transport public autour des lignes du BRT et du TER et la RTC, qui se trouve être le troisième grand projet de transport dans l'agglomération de Dakar. Les perspectives, tout à l'heure, on a parlé de la RTC, c'est la restructuration des transports en commun. Les deux projets emblématiques du BRT et du TER se trouvent, comme on a dit tout à l'heure, dépendants du ravitaillement. Ainsi, le site opérera une réorganisation du réseau de transport collectif autour des lignes du BRT et du TER, avec la création d'un réseau prioritaire. Une intégration tarifaire et
la réalisation d'aménagements de voirie et d'équipements de transport. Tout cela, c'est pour aboutir à l'amélioration de l'attractivité, de l'accessibilité et la viabilité globale du réseau de transport dakarois. La RTC aura 32 lignes pour faire voyager 780 personnes par jour et sera composée de 930 autobus. Nous allons utiliser le gaz GNC pour la première phase. Nous aurons l'électricité pour la deuxième phase. Et nous allons gagner 53 000 tonnes d'économie de CO2 en utilisant le gaz GNC. Nous aurons un gain de temps de 15 minutes et l'investissement est évalué à 250 milliards, c'est-à-dire 380 millions de dollars US. La restructuration toujours, il y aura pour la première phase du matériel roulant avec 400 bus, dont 300 bus standards de 90 passagers et 100 midibus de 50 passagers. La motorisation des bus sera au gaz et la deuxième option à l'étude pour les lignes pilotes à l'électrique. Ceci aussi est fait pour quand même assurer une certaine qualité et un certain confort. Le système d'exploitation, système d'information voyageurs et billetterie intégrée avec le BRT et le TER, ce que nous avons tout à l'heure appelé l'intégration tarifaire. Et enfin, nous aurons le projet d'amélioration de la mobilité urbaine au Sénégal, le PAMUS, qui a pour objectif d'améliorer la mobilité urbaine et l'accessibilité et de renforcer la sécurité des services de transport public à faible émission dans l'agglomération de Dakar et dans les autres pôles territoires, dont Thiès, Mbour, Ziguinchor, Kaolack, Touba et Saint-Louis. Donc, pour Dakar, nous aurons une mobilité électrique. Il y a aussi la professionnalisation et la gestion du trafic. Mais aussi, on a pour objectif d'avoir la RTC2, le BRT2 et l'intégration urbaine. Pour les pôles territoires, c'est-à-dire les villes secondaires, nous aurons des plans de mobilité, la professionnalisation, la gestion du trafic, mais aussi nous aurons des infrastructures et des équipements, l'acquisition de matériel roulant et la gouvernance. Merci encore de votre attention. Thank you so much, Mr. Diallo. Now we will hand it over to Ms. Anta Dieng from Meridium, who will talk a little bit more about the private sector investment. And I will also add in the chat the English version of her slides, as she will be presenting in French. Again, the slides are not programmed to move along as they are separate files, so you can listen to the interpretation and follow as needed. Yeah, hello everyone. So I hope you hear me very well.
I'm trying to share my screen. I don't know if it is working right now. Just because I can't see it. Okay, it's working. Yes. Okay, great. So I see that the time is running. Bonjour à tous et à tous. Je vais essayer de faire la présentation pour qu'elle tienne en 10 minutes. Je suis très ravie, en tout cas, d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler du BRT de Dakar. Je salue au passage l'ancien directeur des études qui fait partie des auditeurs. Et c'est aussi un challenge de le présenter devant lui parce que c'est quand même un des acteurs, on va dire, majeurs ou structurants de ce projet. Et c'est un honneur de le faire devant lui, mais aussi un challenge. Voilà. Donc, je vais rapidement présenter le projet. Je pense que M. Diallo vient de le faire de la manière la plus complète possible. Mais je vais essayer, tant bien que mal, de donner la perspective de Merigam en tant qu'investisseur sur ce projet-là, sur la perspective un peu PPP ou le volet PPP de ce projet. Merigam, rapidement, pour dire qui nous sommes, c'est un fonds d'investissement à impact spécialisé dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures durables. Nous investissons exclusivement dans des projets qui ont un impact positif mesurable sur les populations et le climat. Merigam a été fondé en 2005 avec, je dirais, une conviction simple, celle que les infrastructures bien conçues peuvent transformer durablement les sociétés. Et nous soutenons exclusivement des projets qui améliorent la qualité de vie des populations et tout en regardant de manière très proche et de manière très poussée les sujets de transition vers une économie bas carbone et inclusive. Aujourd'hui, Merigam gère 20 milliards de dollars d'actifs à travers plus de 55 pays. On est présent en Afrique depuis 2014 avec un ancrage au Sénégal qui est assez fort parce que nous avons démarré au Sénégal. Et nos investissements se concentrent sur trois grands domaines. La mobilité durable, c'est quand même un axe majeur à travers le monde de nos investissements. La transition énergétique et les services publics essentiels. Ça regroupe les projets d'eau, de gestion des déchets, la santé, l'éducation, etc. Aujourd'hui, en Afrique, on a à peu près une vingtaine de projets en cours, allant de centrales solaires au PPP dans le secteur des transports portuaires, des transports urbains. Donc, le BRT de Dakar 100% électrique pour nous est une première et reflète particulièrement la stratégie et la vision de Merigam en Afrique. Ce qui nous distingue des autres fonds d'investissement, c'est notre approche à long terme. On investit sur des horizons de 20 à 30 ans dans la construction, l'exploitation, avec une mesure très rigoureuse des impacts sur les objectifs de développement durable. On a plutôt une approche fondée sur le partenariat, l'impact et la durée, pour résumer. Donc, je vais rapidement aussi vous donner notre perspective du VRT de Dakar, sans essayer de répéter en tout cas ce que M. Diallo a dit de manière assez compréhensive, on va dire. Donc, pour nous, ça a été un long voyage. Ça a démarré pour nous en 2017. Et je ne vais même pas évoquer pour ceux pour qui ça a commencé bien avant, en l'occurrence le CETUD. Mais nous avons commencé en 2017 avec le lancement de l'appel d'offres qui avait été fait par le CETUD. Ça nous a pris à peu près 4 ans jusqu'à la signature, même 5 ans, pour arriver à la signature d'une convention de concession avec le CETUD. Donc, pour vous dire le long chemin que ça a été de remettre des offres, de négocier avec l'État, de pousser à des changements, parce que pour l'anecdote, le projet initialement était conçu en diesel. Et à travers notre offre, on a proposé le passage en 100% électrique qui a été accepté par le CETUD. Et main dans la main, on a travaillé ensemble à restructurer le projet pour en faire un projet électrique. Et ensuite, le voyage continue toujours aujourd'hui. Donc, une mise en service progressive, partielle, qui a été faite en 2024
Et aujourd'hui, on travaille à mettre en service de manière complète cette ligne. On est toujours en phase de mise en œuvre et de calibrage de la mise en opération, mais on espère très vite pouvoir être dans une phase opérationnelle complète et pleine. En termes de structuration, je ne vais pas revenir sur, parce que M. Diallo a bien expliqué les différentes parties prenantes, mais moi, je vais juste mettre en exergue le fait que c'est un projet qui se fait avec multiples acteurs. Là, c'est juste la photo côté PPP, parce qu'il y a une distinction. Donc, il y a le volet infrastructure qui a été financé avec la Banque mondiale, la BEI, l'État du Sénégal, et le volet concessif du projet qui a été financé avec donc avec Merigam et le Fonds souverain sénégalais, en partenariat avec des acteurs du monde bancaire, des Development Finance Institutions comme Proparco et EAIF qui ont contribué au financement de la partie PPP du projet. Mais ça requiert pour ce genre de projet une structuration assez complexe et l'implication de multiples acteurs et donc une coordination assez poussée dans la gestion des interfaces entre les acteurs. Bien sûr, là aussi, pour pas paraphraser M. Diallo, raconter l'histoire du BRT, c'est aussi raconter l'histoire des personnes pour qui leurs vies ont évolué dans le cadre de ce projet. Aujourd'hui, la société qu'on a mise en place, Meridiam et Fonsis, elle s'appelle Dakar Mobilité. Elle opère avec 775 personnes qui ont été recrutées. Une opération qui est partie de pas grand-chose, je ne dirais pas de rien à Dakar, mais aujourd'hui, en termes de mobilité et de mise en œuvre de transport public, pour le BRT et aussi le TR, qui est un autre projet phare de mise en place de systèmes de transport complexes, ont révolutionné les métiers du transport à Dakar. 775 personnes qui ont été formées, 95% de Sénégalais, 40% de femmes. C'est beaucoup d'efforts qu'on a mis en place pour pouvoir en faire une belle histoire purement sénégalaise en compagnie ou en collaboration avec le CETUD. Et pour l'anecdote aussi, juste pour dire aussi l'impact que ça et la nécessité de ce type de projet, lorsqu'on a lancé les recrutements en 2024, sur la première vague de recrutement des conducteurs, on a eu 9700 candidatures, une seule femme avait candidaté. On a dû mettre en place un programme pour permettre de drainer plus de femmes dans les métiers du transport. Aujourd'hui, les équipes de Dakar Mobilité comptent 40% de femmes. Aujourd'hui, le projet est mis en œuvre avec des défis opérationnels qui sont réels. Défis en termes de formation, défis en termes de gestion de l'électrique, un réseau 100% électrique avec des bus dont qu'on est en train de dompter. On est en train d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces machines électriques dans un climat qui est assez contraint. On est en bord de mer à Dakar, dans un climat qui est sahélien, chaud. Donc le comportement, on le découvre au fur et à mesure de l'exploitation. Et c'est aujourd'hui assez intéressant en termes de défis opérationnels et de maintenance de regarder l'évolution des équipes du BRT de Dakar. Des défis en termes autour de nous, parce que c'est un projet qui a été pensé de manière intégrée avec d'autres réseaux qui subsistent à Dakar, avec aussi des projets dont M. Diallo a expliqué la genèse et la structuration, notamment le projet RTC qui vise à moderniser une part du réseau et faire du BRT et du TER les épines dorsales des corridors de transport à Dakar et que ce soit un réseau qui soit maillé et avec des feeders qui fonctionnent bien pour alimenter ces deux réseaux-là. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que ces projets ont pour horizon dans 2 ou 3 ans en termes de mise en œuvre. Et en attendant, on vit à côté de la concurrence avec le réseau de paratransit, mais qui a vocation à être résolu à court, moyen terme. C'est pour pas faire trop long, mais ça donne une idée un peu aussi des challenges qui nous entourent aujourd'hui dans la mise en œuvre du projet.
et aussi de l'intérêt pour Dakar d'avoir conçu un projet de ce type en regardant aussi les aspects de l'intégration qui, à la fois physique, mais aussi l'intégration fonctionnelle avec les autres réseaux comme étant quelque chose d'important. Et s'il y a des lessons learned à retenir, ça fait partie des choses, en tout cas, que Dakar a à partager aux autres réseaux à travers le monde. Je voulais terminer en faisant un petit zoom sur le financement et sur l'aspect privé. C'était 135 millions d'euros à mobiliser pour la partie acquisition de bus, mise en place de tout le système opérationnel du BRT de Dakar. On l'a fait, Merigam et FONSIS, donc FONSIS, le fonds souverain qui porte les parts du paratransit, mais aussi des autres réseaux de transport comme Dakar Lendik. On l'a fait en partenariat avec aussi des DFI, donc ProParco et Emerging Africa. Mais on a aussi un volet important qu'on mentionne très rarement, blinder ce financement avec de la subvention qu'on est allé chercher auprès de l'Union européenne et de PIDG, qui est un fonds anglais qui peut faire du gap funding, viability gap funding pour ce type de projet. Donc, c'était nécessaire, cette subvention, pour l'équilibre économique global du projet. Le rationnel pour Meridian, pour financer ce type de projet, il repose structurellement sur la structuration du projet. On est dans un environnement de confiance avec un partenaire de confiance à Dakar, le CETUD, qui a déjà un track record assez important en termes de mise en œuvre et de structuration de projet. Le projet prend en compte des exigences en termes de structuration, notamment sur l'allocation risque entre le privé et le public, qui a été, durant les 4 ans que j'ai mentionnés initialement, discuté en détail, point par point, avec le CETUD pour arriver à un équilibre qui convienne entre le privé et le privé et le public. Le modèle économique, M. Diallo l'a mentionné, repose sur les usagers, mais avec un pricing et un tarif qui a été travaillé avec le CETUD pour qu'il soit abordable, affordable pour les usagers et soit accessible, pardon, pour les usagers de Dakar. Mais ce qui est nécessaire aussi pour conforter tout ce beau monde-là, notamment ceux qui fournissent de la dette, mais aussi nous qui fournissons des l'equity, ça a été la mise en place d'une garantie de l'État pour un minimum de trafic qui sous-tend un petit peu le modèle économique, et ça donne du confort. Et c'est important de le mentionner parce que la structuration de ce projet ne repose pas seulement, c'est vraiment une répartition de risques entre le privé et le public. Voilà, je ne veux pas être trop long parce qu'on a dépassé l'heure, je pense, pour la présentation, mais c'était juste rapidement donner une idée de comment Meridiam, qui on est, comment on a travaillé sur ce BRT de Dakar et quel a été notre rationnel en termes d'investissement pour travailler ou collaborer avec le CETUD dans la mise en œuvre d'un BRT 100% électrique. Voilà, merci beaucoup à tous. Alphonse, you're on mute. Alphonse, you're on mute. Sorry, apologies. Thank you, Anta, and to our speakers. As we are running low on time, hopefully our speakers can just stay a few minutes so Dana can just pose a closing question to you all before we conclude. Yeah, of course. Thank you both again for those great presentations. I think it's really helpful to have kind of both perspectives, the public sector and the private sector, and to see where a lot of these interests are overlapping, and really how this project came together. I have I have a lot of follow-up questions, but recognizing the time, I'll maybe ask each of you just one follow-up question. And then, hopefully we can wrap up there. Maybe just starting with you, Anta. It was great to see
that, or it was interesting to me to see that Meridiam was kind of part of the initial conversation pushing for the electric BRT as opposed to a diesel system. Curious just to hear a little bit more from you about what Meridiam might be looking for with these types of projects in other cities. So looking beyond Dakar, what kind of needs to be in place for Meridiam to be interested in being involved? Does it need to be an electric system? And what other kind of elements are you looking for, having learned from your experience in Dakar? Okay, my answer. Okay. La réplicabilité de ce projet pour nous était certain. Aujourd'hui, on voit, en fait, surtout à travers le continent africain, il y a des choses qui se préparent et même qui sont. Abidjan vient de lancer son appel d'offres pour le BRT d'Abidjan pour la partie concessive. Douala est en train de regarder. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'est, à Addis Abeba, en Tanzanie aussi. Au sud aussi du côté du Mozambique. Donc tous ces projets, un peu sous l'égide de la Banque mondiale, nous les suivons de très près en termes d'exigence et comment on regarde. Nous, comme je l'ai rappelé au début, nous sommes en fonds long terme, en fonds aussi à impact climat. Donc la technologie va être très important sur ces projets-là. Donc, pour le moment, on advocate beaucoup pour la partie bus électrique, mais je dirais que notre stratégie est plus low carbon. C'est en tout cas un système ou une technologie bas carbone. Et on n'est pas forcément tied to electric buses. Ensuite, sur les autres critères, l'espace pour le secteur privé, parce que lorsque on travaille initialement sur ces projets-là, beaucoup de municipalités ou beaucoup d'autorités ne considèrent pas l'espace à laisser pour le secteur privé. Et c'est important dans la structuration initiale du projet de regarder comment structurer et faire en sorte. Dakar a trouvé une solution en séparant la partie infrastructure et la partie concessionnaire opération et en mettant la partie concessionnaire sur. Mais il y a beaucoup de schémas possibles pour financer. Il n'y a pas que celui-là, mais ça reste un exemple. Il ne s'agit pas forcément de répliquer la même chose ailleurs, mais ça reste un exemple parmi tant d'autres. Et la dernière chose qui me semble important à mentionner, et il y a beaucoup d'autres critères, hein, je pense qu'il faut regarder, mais la contrepartie publique est importante. Aujourd'hui, le CETUD, dans son assise à Dakar, a permis à ce projet d'exister. Et c'est important de le souligner. Le CETUD par son track record, le CETUD par ses compétences, le CETUD par sa capacité à fédérer l'État sénégalais autour de lui et autour d'une même vision de projet. C'est important pour pulser, en tout cas pour impulser une certaine dynamique sectorielle et de pouvoir accoucher de projets comme le BRT de Dakar. Merci. Great, thanks, Anta. I think that's really helpful to hear, especially I'm sure there are other representatives from other cities on the call today who are interested in replicating this type of project. So last to you, Mr. Diallo, something that you spoke about in your presentation stuck with me, which was this idea of separating the infrastructure implementation from the operations and management. And I wanted to hear a little bit more from you how that model helped the project be successful, and what we can learn from this kind of emerging model, bringing in private sector, uh, as part of a partnership around project delivery. Bon, la première partie de la question m'a échappé, hein, parce que je n'ai pas trop bien compris la traduction. Sure. I was just speaking about the model where the infrastructure implementation for the BRT was sort of the responsibility of Satude, while the operations
and maintenance moved over to Meridium and the private sector. So just wanted to hear a little bit more about how that model led to success in the system. Bon. Merci de la question. Je pense que pour si on parle de l'infrastructure, pour les gros investissements de maintenance, je pense que c'est à la charge du CETUD. Maintenant, pour l'entretien courant, sur certains aspects, je pense que c'est à la charge des professionnels de Dakar Mobilité. Voilà. Maintenant, je pense que sous ce rapport, je pense que ça a été une bonne chose parce que quand même, ça évite à Dakar Mobilité de prendre en charge des contraintes de maintenance lourdes qui font que quelquefois ce n'est pas évident côté investissement et aussi sur la durabilité du contrat parce que nous avons un contrat sur 15 ans. Donc, je pense qu'il n'est pas toujours judicieux de confier ce type de maintenance à un opérateur privé. Donc, ça, c'est une volonté régalienne de l'État de prendre ça en charge. Je ne sais pas trop si j'ai répondu à votre question. Sinon, vous reprécisez et puis je vais vous donner encore d'autres. Voilà. Merci. Thank you, everyone. Dana, do you have any concluding remarks? Thank you, everyone, for joining and for staying for a few minutes after, especially to our speakers. I think that was very helpful to provide kind of the technical details about how the BRT was structured. And to all of our participants, we will be uploading the recordings and sharing the presentations in a few days after the fact. And we will also be releasing a case study on the car from ITDP in a few weeks, so stay tuned for that as well. Thank you, everyone, for joining. If there are no last remarks, merci. Thanks, everyone. Take care. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. Merci encore. Au revoir.